Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors Jean-Yves, pour la météo de l'info, on aurait voulu dire aux téléspectateurs que, comme en avril, on le sait, l'adage le dit, il ne faut pas se découvrir d'un fil et pourtant l'air sera plutôt léger et frivole avec vous, on va le voir. Et puis on continue. Marlène s'est un peu découverte. Oui. Marlène s'est découverte, en effet. On continuera avec la traditionnelle image du jour avec pour la première fois un ancien président des États-Unis qui passe devant les tribunaux. Et puis pour le dossier du jour, eh bien, on se penchera sur un dossier de l'INSEE qui illustre la situation des immigrés et des descendants d'immigrés en France. Et puis, bien sûr, on s'attaquera aux pastilles de l'information. Restez bien jusqu'au bout, cependant, parce que je vous signale qu'il y aura un portrait piquant sur Xavier Niel à la fin de ce programme. Xavier Niel, qui est un homme de médias absolument incontournable pour comprendre les enjeux de la presse. Alors, si le programme vous plaît, je vous rappelle, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, de nous laisser un commentaire, on y répond de temps en temps, et de partager cette vidéo. Le Nouvel Immédiat, c'est parti. Cette semaine, l'actualité a été frivole. La ministre Marlène Schiappa a posé en tenue légère dans Playboy. La revue des adolescents boutonneux des années 60 s'adresse désormais aux boomers qu'ils sont devenus. Et Feu, le magazine de charme, s'intéresse aux sujets de société. Si. Et quelle théoricienne que cette Marlène. Après Macron chez Pif Gadget et Dussopt, le ministre du Travail, révélant son homosexualité à Tétu, nous voilà comblés. C'est quand même plus drôle que d'apprendre que l'OPEP a décidé de réduire sa production pour maintenir élevé le prix du pétrole et que de plus en plus de pays renoncent au dollar comme monnaie d'échange. Quant au déficit budgétaire français, il a battu pour la première fois le record de 50 milliards en 2 mois. Bravo aux Mozart de la finance et aux petits génies de Bercy. Mais pour les médias, ces nouvelles essentielles, c'est moins sexy que les tenues de Marlène Schiappa. Jean-Yves, on quitte Marlène pour Donald Trump et pour bien comprendre cette affaire, eh bien, je vous propose de regarder un petit extrait du JT de TVL, c'était mercredi soir, qui résume parfaitement la situation de Donald Trump. Une première dans l'histoire des États-Unis. Mardi, un ancien président a comparu devant l'appareil judiciaire, inculpé et entendu par un procureur. Au tribunal pénal de Manhattan, à New York, Donald Trump est accusé d'avoir orchestré une série de paiements pour étouffer une affaire embarrassante avant l'élection présidentielle de 2016. Il aurait inscrit 130 000 $ dans ses dépenses de campagne pour acheter le silence d'une actrice pornographique concernant une liaison passée. L'ancien chef d'État plaide non coupable. Il est reparti libre sans contrôle judiciaire. Le seul crime que j'ai commis est de défendre sans peur notre nation contre ceux qui cherchent à la détruire. On reste surtout dans une perspective où l'État s'en prend à l'homme et il ne cherche pas à résoudre un crime. Là, il n'y a même pas de crime. Il y a peut-être une faute qui habituellement est sanctionnée par une amende, mais de là à avoir les accusations qu'il y a eu hier, il y a une marche énorme que rien ne justifie. On vient d'écouter Gérald Olivier qui concluait cette séquence du JT de TVL. Maintenant, voici comment la presse a parlé de l'affaire Trump. L'Express revenait un peu sur la vision de la presse américaine sur cette journée surréaliste qu'a vécue Donald Trump lors de son procès. Donald Trump n'a cessé de mentir, a tonné le procureur de Manhattan, Alvin Bragg. La loi est la même pour tous, a-t-il insisté lors d'une conférence de presse. Et donc, il s'agit d'un magistrat élu du Parti démocrate. Cela a toute son importance, comme vous allez le voir, parce que France Info, lui, ce média ne signale pas que Alvin Bragg fait partie du Parti démocrate. Inculpation de Donald Trump, le procureur de Manhattan dénonce la conduite délictuelle grave de l'ancien président. En gros, Jean-Yves, si on a bien compris, en France, les accusations sont très graves, mais dans la presse américaine, le traitement a été tout autre. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, c'est qu'aux États-Unis, les procureurs sont élus. Et alors, je vais vous donner 2 chiffres. En France, pour une campagne présidentielle,
le maximum autorisé, c'est 20 millions d'euros. Aux États-Unis, pour se faire élire procureur à Manhattan, il faut dépenser plusieurs millions d'euros. Donc, c'est une affaire d'argent. La démocratie américaine, c'est une plutocratie. Les seules personnes indépendantes sont celles qui ont leur propre argent. C'est le cas de Trump. Il ne dépend pas des milliardaires, puisqu'il est lui-même milliardaire. Et ce monsieur Bragg, qui est un Afro-Américain progressiste, il a été évidemment financé par des progressistes, et notamment ce qu'a dit, si je cite les médias français, la complosphère, il a été financé par Soros. Et alors, on a un article assez merveilleux, je trouve, de fact-checking de TF1, qui nous dit, il pose la question, est-ce qu'il a été financé par Soros ? Et il nous dit non. Il n'a pas été financé par Soros, mais il a été financé par une association, Color of Change, qui est elle-même financée par Soros. Et le fils et la belle-fille de Soros ont financé M. Bragg. Donc M. Bragg, le procureur de Manhattan, est un tueur à gages qui a pour mission d'abattre le président Trump. Voilà, l'ancien président Trump, voilà la réalité des choses. En effet, Jean-Yves, il s'agit d'un épisode de réinformation, pseudo-réinformation plutôt, qui nous est offert par TF1. Et voici ce qu'en France nous disait Caroline Fourest sur Soros et sur cette complosphère. On l'écoute tout de suite. Soros, effectivement, c'est un philanthrope extrêmement fortuné, juif hongrois, qui a survécu au nazisme, fui le communisme en Hongrie et qui, depuis, finance absolument à peu près tout, honnêtement, toute association dans le monde qui veut lutter pour la démocratie, l'égalité, la lutte contre la discrimination. C'est surtout le nom magique que vous prononcez quand vous voulez exciter la complosphère antisémite. Je trouve qu'elle est tout à fait excellente, Caroline Fourest, parce qu'elle nous dit qu'il finance à peu près tout. Donc, il influence tout. Les associations, les campagnes politiques, etc. Et il dit, c'est le mot magique pour exciter la complosphère. Bah oui, forcément. S'il intervient partout, c'est assez normal qu'il soit dénoncé. Alors elle nous dit, mais c'est très mal parce que, comme il est juif, c'est antisémite de le critiquer. Ah, non, on le critique pour ce qu'il fait, pas pour ses origines. D'ailleurs, il est très critiqué en Israël, notamment par la droite israélienne, puisqu'il a des positions extrêmement progressistes. Donc, c'est pas parce que Soros est juif qu'on n'a pas le droit de le critiquer. Fût-il pakistanais ou esquimau, on aurait aussi le droit de le critiquer. Voilà. Pour ce qu'il fait, pour ce qu'il dit, pour ce qu'il finance. Je vous propose, Jean-Yves, maintenant de passer à notre dossier du jour. Pour notre dossier du jour, Jean-Yves, on a choisi de s'intéresser à une étude de l'INSEE qui vient de paraître. Elle date du jeudi 30 mars dernier. Et voilà ce chiffre qui est particulièrement intéressant et qui ressort de cette étude sur l'immigration. 10% d'immigrés dans la population française en 2021. Les chiffres sont toujours à retardement, ce qui représente 7 millions d'immigrés. Jean-Yves, vous avez peut-être un commentaire à faire d'abord sur ce chiffre. Alors, l'étude est volumineuse, elle fait 180 pages. Ensuite, il faut savoir qu'est-ce qu'on en retient et qu'est-ce qu'on en met en avant. Et il y a ce que met en avant l'INSEE dans les documents qu'elle transmet à la presse, les infographies qu'elle transmet à la presse. Ce n'est qu'une partie de l'étude. Et il y a ce que la presse exploite ensuite, qui n'est ensuite qu'une partie de l'infographie. Donc, vous voyez les biais successifs. Alors déjà, vous avez cité le chiffre de 10%. De remarque, il est en progression importante. Puisqu'on était encore il y a une quinzaine d'années autour de 6,5%. Donc c'est une progression importante. Mais surtout, c'est un chiffre qui est une présentation minorée de la réalité. Puisque on nous dit toujours dans le dossier, dans l'étude en tout cas, 10% d'immigrés, 10% de descendants d'immigrés et 10% de descendants d'immigrés à la génération d'après. Donc, si on prend les immigrés et les descendants d'immigrés, on est à 20%, et avec les descendants d'immigrés à la génération d'après, on est à 30%. Là aussi, c'est à nuancer, parce que dans les immigrés, il y a, vous savez, on ne doit pas additionner, c'est une règle qu'on apprend, les pommes et les poires. Voilà. Absolument. Et là, en l'occurrence, on additionne deux sortes d'immigration très différentes. Les immigrations d'origine européenne,
qui, dans l'ensemble, s'assimilent, et les immigrations d'origine non européenne, extra-européenne, qui ont beaucoup plus de mal à s'assimiler. Donc, le chiffre de 10%, il est inférieur à la réalité vécue, réelle, et le chiffre de 30% est sans doute supérieur à la réalité ressentie, parce qu'un Italien ou un Espagnol ou un Portugais à la 2e génération, 3e génération, ça n'apparaît plus beaucoup. Pas plus qu'un Breton, pratiquement. Pas plus qu'un Breton. Je note cette attaque sur les Bretons, tout de même. Absolument. Alors, vous parliez de descendants d'immigrés. Alors, justement, en fait, c'est tout à fait l'objet de l'étude de l'INSEE. Faire une situation des descendants d'immigrés qui est plus favorable que celle des immigrés. Alors, plus favorable, mais quand même, il y a des chiffres sur leur situation sur le marché du travail pour les immigrés d'origine extra-européenne. Et donc là, il y a un ciblage un peu plus précis, on le voit. Voilà, alors l'INSEE nous dit la situation des descendants d'immigrés est plus favorable que celle des immigrés, ce qui tend à penser que finalement il y a une certaine forme d'intégration. Or, il y a un biais statistique, puisque les immigrés sont aujourd'hui majoritairement extra-européens et que les descendants d'immigrés sont à moitié descendants d'Européens, à moitié descendants d'extra-Européens. Donc, on fait une moyenne, et évidemment, la moyenne est plus favorable pour les descendants d'immigrés, puisqu'ils sont descendants d'Européens, et que les descendants d'Européens s'assimilent mieux que les autres. Et donc, on nous passe une information qui est en fait biaisée, qui est statistiquement exacte, à partir du moment où on agrège, et toutes les études agrègent descendants d'immigrés européens, extra-européens. Il faut rentrer dans le détail des chiffres pour comprendre la réalité. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette étude, Jean-Yves, de l'INSEE, c'est qu'on parle par exemple des conditions de logement qui sont moins bonnes pour les immigrés et pour les descendants d'immigrés, et également le sentiment de discrimination qui est plus élevé pour les personnes avec une ascendance migratoire ou ultramarine, et qui s'accentue en fait pour les descendants d'immigrés d'origine extra-européenne par rapport à la première génération. Là, cette fois-ci, on a fait également un zoom un peu plus précis, mais qui ne dit pas tout. Non, alors, qui ne dit pas tout de deux manières. Alors d'abord, on nous dit qu'ils ont des conditions de logement moins favorables. On pourrait dire exactement le contraire avec les mêmes chiffres. Je vous donne un exemple. Il y a 35% des immigrés qui sont dans le secteur social, donc dans le secteur aidé, dans le secteur financé par les contribuables. Et il y a seulement 11% des gens nés en France et dont les parents étaient nés en France qui en bénéficient. Donc, on pourrait dire absolument l'inverse, c'est qu'ils bénéficient plus que les autres des avantages sociaux et du financement public. Et puis, on nous fait toute une étude sur le sentiment de discrimination. Mais, sentiment. Mais dans cette étude de l'INSEE, je n'ai pas vu de focus sur un sujet quand même majeur, qui est la question de la délinquance de l'immigration et de la délinquance issue de l'immigration, qui est un sujet majeur. Pourquoi ? Parce que l'étude, globalement, elle est vue du point de vue des immigrés. Il y a un biais idéologique. On va nous dire ce sont des chercheurs, ce sont des statisticiens, oui, bien sûr. Ce sont aussi des fonctionnaires et qui appliquent à leurs études un biais idéologique, sinon ils se font taper sur les doigts. Et bon, alors voici la reprise presse, en tout cas, que les médias français font de cette étude de l'INSEE. On a BFM TV qui titre sur le chômage, salaire, pauvreté, une situation moins favorable pour les immigrés en France. Eux, ils n'ont pas retenu la situation plus favorable des descendants d'immigrés. Sud-Ouest qui s'intéresse, eux, aux 10% de la population vivant en France qui est immigrée. Le taux de chômage est 2 fois plus élevé chez les immigrés, ça c'est pour Le Point. Dans Le Monde, en France, des immigrés plus nombreux, aux origines plus diverses et aux trajectoires ascendantes d'une génération à l'autre. Ça, c'est chic. Et encore une fois, la trajectoire ascendante, c'est par le fait qu'on ne compare pas les mêmes. Exactement. Les poires, les pommes, les poires, les pommes. Voilà. Pas Mais tous. pour le monde, allez, on ne va pas être regardant. Alors, Atlantico fait un travail un peu plus sérieux. Il titre près de 30% d'immigrés ou de descendants d'immigrés en France
qui s'est intégré, qui se replie sur ses origines, parce qu'il y a une partie du dossier qui est consacrée à cela. D'ailleurs, la Croix ne s'y est pas trompée, il parle du voile, du port du voile chez les descendants d'immigrés. Atlantico fait souvent de très bonnes études. Exactement. Là, d'ailleurs, ils sont avec Jean-Paul Gourevitch, bien sûr, qui a déjà été invité sur TV Liberté. Radio France, des immigrés plus nombreux et aux origines plus diverses. L'immigration en France, cette infographie. Voilà, comme ça, on peut tout savoir sur Radio France. C'est merveilleux. L'infographie, c'est la sélection de la sélection de la sélection. Voilà. La sélection dans la sélection. Le biais, l'enchaînement des biais. Oui. Le biais de l'étude, le biais de la présentation de l'étude par les infographies et le biais dans le choix des infographies. Nous, c'est exactement ça. Et après, on vous fait croire ce qu'on veut, ou à peu près. Et ensuite, justement, on a les échos. En écho à ce que vous disiez, l'insertion professionnelle des immigrés et de leurs descendants reste difficile en France. Là, pareil, on a un titre, mais il y a une étude plus zoomée dans l'étude de l'INSEE sur les niveaux de diplôme également des immigrés et des descendants d'immigrés. Je crois que c'est déjà très bien pour ce dossier du jour. Jean-Yves, maintenant, on va passer aux pastilles de l'info. On commence par un coup de gueule, Jean-Yves, avec la Lettre A qui a publié la liste des groupes de presse soutenus par le ministère de la Culture dans le cadre du plan national de relance et de résilience. Alors, c'est 42 millions d'euros en tout. Et une partie très conséquente de ces aides de l'État a été affectée au Fonds stratégique pour le développement de la presse, donc la FSDP. Et les plus grosses sommes sont revenues à des éditeurs qui sont des éditeurs de presse qui sont détenus par des milliardaires. Nos grands oligarques. Alors, il y a Drahi, il y a Arnaud et il y a Niel. Alors, je vous recommande de rester jusqu'à la fin de cette émission pour voir le portrait piquant de Niel. Vous verrez où va votre argent. On continue avec la pub de la semaine, avec Twitter, l'oiseau qui a décidé de rire du chien. Effectivement, je ne sais pas si vous avez pu le constater, mais sur Twitter, le petit logo en haut à gauche de votre écran d'ordinateur s'est transformé en chien, en petit Shiba même, très exactement. Alors, le logo a été remplacé en référence à la crypto-monnaie du Dogecoin. Il s'agit d'une histoire de fraude, de crypto et de provoque, comme on en a l'habitude avec Elon Musk. Alors là, on a un nouveau fact-checking de l'AFP Factuel qui, en l'occurrence, est justifié d'ailleurs, puisqu'il y a une photo d'Assange qui risque d'être extradé aux États-Unis, où il finira sa vie en prison pour avoir été un lanceur d'alerte sur un certain nombre de crimes de guerre américains. Les partisans d'Assange, ou certains partisans d'Assange, ont transformé sa photo avec Midjourney. Fausse photo fabriquée. Ça va être très difficile de distinguer le vrai du faux. Je dis souvent à ceux qui nous regardent, gardez toujours l'esprit critique, en particulier avant de relayer une information. On continue avec un carton rouge et nos dirigeants, parce qu'il y a certaines informations en avril qui ont un goût de poisson. Alors, il y a ce tweet de Karen Tardy qui est parfait parce qu'il résume tout. On a le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui est passé dans Tétu. Le président Emmanuel Macron qui a donné une interview à Pif Gadget et la secrétaire d'État Marlène Schiappa qui, le 1er avril, nous annonçait qu'elle avait une interview dans Playboy avec des photos. Jean-Yves, là, il faut faire un commentaire. Alors, un petit commentaire parce que, indépendamment de l'aspect médiatique, il y a du fond. Quand M. Dussopt va à Tétu, il en profite pour non seulement révéler son homosexualité, dont à vrai dire on n'a pas grand-chose à faire, mais qu'il est partisan de la gestation pour autrui et même de la gestation pour autrui commercialisée. Voilà. Donc c'est une avancée idéologique, si je puis dire. Quand Mme Schiappa va sur Playboy, elle nous fait du néo-féminisme en expliquant que les femmes doivent pouvoir s'habiller absolument comme elles veulent partout, nues, voilées ou déguisées en hommes. C'est aussi une profession de foi idéologique et politique. C'est pas simplement des coups médiatiques, il y a un agenda idéologique derrière.
Nelson Guetten, un journaliste décrypteur de BFM TV, a accusé la Cocarde, un syndicat étudiant de droite, de violence. Je vous propose de regarder tout de suite la vidéo sur ce qu'il dit sur la Cocarde étudiante, ce qui les a rendus furax d'ailleurs, comme on va le voir juste après. Un groupe de militants d'extrême droite nous a agressés. Ils étaient cagoulés en noir, habillés en noir. Et de mémoire, il y en avait quelques-uns avec des bâtons un peu longs. Voilà. Ils ont été violents, ils vous ont frappé. Un groupe d'anciens du GUD qui se fait appeler les Waffen-Assas. Je vous explique pas la référence au nazisme, ça fait évidemment froid dans le dos. Et à droite, ce logo de la Cocarde étudiante, un syndicat étudiant classé très à droite. Dans ma chronique de vendredi soir sur les mouvements d'ultra-droite qui tentent de mettre fin au blocus de certaines universités, j'avais publié une photo d'un groupe de militants et sur le vêtement de l'un des militants, j'avais cru reconnaître le logo d'une organisation étudiante qui s'appelle la Cocarde. Eh bien, je me suis trompé. Contrairement à ce que j'ai dit, il ne s'agit pas de leur logo. Je me devais donc de le rectifier à l'antenne. Alors oui, donc confusion de logo, bien sûr. Le logo de Canada Goose qui a été confondu avec celui de la Cocarde étudiante, Jean-Yves. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette modification, cette correction qu'il fait sans s'excuser, d'ailleurs, il faut le souligner, eh bien, elle intervient après un tweet de la Cocarde étudiante qui, après plusieurs sollicitations sur leur compte Twitter, dit en l'absence de réponse et de rectificatif suite à cette grave accusation de Nelson Guetten, les avocats de la Cocarde étudiante étudient actuellement le dépôt d'une plainte contre ce journaliste et sa chaîne. Nous ne laisserons rien passer, ce qui est bien naturel de la part de la Cocarde. Très bien, il faut pas se laisser faire par ce genre de gugus, quoi. Exactement. Parce que vraiment, bon, alors en matière de gugus, d'ailleurs, Libération nous a aussi comblé avec un numéro. Là aussi, ça fait peur, hein, comme il dit, ça fait peur. Enquête les menaces terroristes de l'ultra droite, voilà. Et ça vous fait la une de Libé, journal subventionné, dont le patron est Monsieur Drahi, qui, comme par hasard, bénéficie aussi des largesses du plan, comment vous avez dit, de relance et de résilience. Voilà. Ah, la résilience, on en a bien besoin face aux menaces du terrorisme d'ultra-droite. Encore une affaire de surmulot à Paris. Est-ce que c'était du rat ou du cochon? Alors, il y a un soutien de Rachida Dati, un élu du Conseil de Paris, Aurélien Véron, qui a tweeté « Surmulot obèse après un mois de grève des éboueurs, maintenant régime » en postant une petite vidéo que je vous propose de regarder, chers téléspectateurs. Comme ça, vous verrez la taille de l'animal. Alors voilà une sacrément grosse bestiole, mais il ne s'agit pas d'un rat ni d'un surmulot. Et surtout, il ne s'agit pas d'un rat ou d'un surmulot parisien, mais bien d'un ragondin romain. Et donc, LCI, là, tenait à faire un fact-checking très important sur la question. Je voudrais aussi faire un, comment vous dites, un fact-checking sur les surmulots et les rats. C'est vrai qu'à Paris, nous avons des surmulots dans les rues. Et il peut y avoir des rats dans les greniers. Pourquoi? Parce que le rat a été grand remplacé au XIIIe siècle par l'arrivée du surmulot venu d'Asie, qui s'est davantage reproduit et qui occupe tous les espaces bas et les espaces souterrains. Et il a relégué le malheureux rat dans les greniers. C'est une histoire de grand remplacement. Donc quand Madame Hidalgo nous dit que ce n'est pas des rats, c'est des surmulots, c'est vrai. Je ne sais pas si ça change vraiment les choses pour les gens qui souffrent de ces animaux, mais voilà, petite précision. En tout cas, les rats occupent l'espace médiatique, ça c'est une certitude. Et puis ce qui a occupé l'espace médiatique aussi à Paris, eh bien, c'était l'histoire des trottinettes de libre service, puisque donc ça c'est assez intéressant. Il y a environ 100 000 électeurs qui se sont déplacés pour aller voter lors d'un référendum qui avait été promis par Hidalgo. Donc ça représente 7,4% des inscrits, un vote qui a été beaucoup suivi sur peut-on laisser des trottinettes en libre service à Paris. Elles posent beaucoup de questions, notamment au niveau des accidents qu'elles peuvent provoquer. Et ce qui est remarquable dans cette histoire de référendum, c'est que les entreprises de trottinettes en libre service, c'est-à-dire Lime, Dot et Thiers, eh bien, ils avaient mis totalement le paquet. Ils avaient payé des influenceurs pro-trottinette. Ils avaient également fait des mails à tous leurs consommateurs en offrant des minutes gratuites si jamais ils fournissaient un justificatif d'inscription sur les listes électorales pour aller se déplacer. Le résultat, sans doute, Jean-Yves, c'est que ce sont
les personnes âgées, vraisemblablement, qui sont allées voter, comme d'habitude. C'est les boomers qui ont voté, parce que c'est les boomers qui votent d'habitude. Et qui ne prennent pas les trottinettes. Et qui ne prennent pas les trottinettes, voilà, ou moins les trottinettes. Qui sont les victimes, voilà, les victimes de la trottinette. Les victimes des trottinettes, absolument. En tout cas, cette histoire d'influenceurs payés, eh bien, ça pose tout de même des problèmes démocratiques dans l'organisation de ce référendum qui avait été organisé par la mairie de Paris. Alors, le chiffre de la semaine, il fait rêver. 211 milliards. C'est le chiffre de la fortune de Bernard Arnault, première fortune mondiale. Ça, c'est un succès français. Cocorico. Cocorico. Alors, une fois qu'on a fait le cocorico, pourquoi ça marche aussi bien? Parce que Bernard Arnault, il investit dans le luxe. Et le luxe, c'est doublement bien parce qu'il y a de plus en plus de gens riches ou hyper riches dans le monde entier. Donc, il vend aux hyper riches du monde entier. Et en plus, quand on vend des produits pour riches, il y a un phénomène qu'on appelle le snob effect. Plus un phénomène économique bien connu, plus le produit est cher, plus il est censé être bien. Donc, les marges sur les produits de luxe sont très importantes. Et c'est comme ça que Bernard Arnault est devenu la première fortune mondiale, suivie pas très loin par Elon Musk et Jeff Bezos. Et Jeff Bezos, enfin, qui ont d'autres activités. Et puis, côté français, Madame Bettencourt, qui elle aussi est dans le luxe. Voilà. Elle est bien classée dans les femmes les plus riches du monde. Voilà, absolument. Très bien, bravo à ces pépites françaises. La chanteuse Marie-Ulven Ringheim, ou Girl in Red pour les connaisseurs, qui assurera plusieurs premières parties de Taylor Swift, donc elle commence à être connue en juin prochain aux États-Unis, eh bien elle a demandé à ses fans sur scène à l'Olympia de lui apprendre quelques mots de français entre deux chansons. Je vous propose d'écouter ce que les spectateurs lui ont proposé d'apprendre comme phrase. I know a great way out of this. Let's play the next song. On finit ces pastilles de l'information, Jean-Yves, avec le traditionnel coup de chapeau, bien entendu. Alors, coup de chapeau à Mathieu Bock-Côté de CNews, il en aura sûrement d'autres, il le mérite, mais qui a un peu transgressé les règles des grandes convenances politiquement correctes, en invitant François Bousquet, à débattre avec lui, François Bousquet, le directeur de la revue Éléments et de la nouvelle librairie, qui sont un peu des pointes de diamant du politiquement incorrect. Donc c'est bien qu'ils aient cet accès à ces news grâce à Mathieu Bock-Côté, qui montre quand même un certain courage dans cette affaire. Et deuxième coup de chapeau, puisque sur le plateau de Touche pas à mon poste mardi soir, eh bien, François Billot-de qui est bien connu par les téléspectateurs de TVL, était invité par Cyril Hanouna pour dénoncer le spectacle provocateur de Bilal Hassani, qui devait avoir lieu dans une ancienne basilique à Metz. Et François Billot-de qui a reçu un large soutien des téléspectateurs, concert de Bilal Hassani qui a ensuite été annulé. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette édition. On se retrouve la semaine prochaine, Jean-Yves, bien entendu. À la semaine prochaine. Et, amis spectateurs, ne manquez pas le portrait piquant de Xavier Niel. Et oui, le portrait piquant qui est juste après. Et n'oubliez pas non plus de cliquer sur le pouce en l'air si ce n'est pas déjà fait, de nous laisser un commentaire et de partager cette vidéo à tous ceux qui seraient intéressés par le portrait piquant, mais par l'ensemble de cette édition. Portez-vous bien et à très vite sur TVL. Xavier Niel naît en 1967 et s'intéresse très jeune à l'informatique. Il crée des services de Minitel Rose et investit dans des pipe shows et dans des sex shops. Il gagne ainsi son premier million à moins de 24 ans. En 1991, il rachète Fermic Multimédia, un éditeur de services du Minitel Rose qu'il rebaptisera Iliad. 1999, c'est le lancement de Free, comme un simple fournisseur d'accès Internet. 2006, c'est l'année noire. Niel est condamné pour, je cite, recel d'abus de biens sociaux à 2 ans de prison avec sursis et un peu plus de 400 000 € d'amende et de dommages et intérêts. Il s'en remet et lance en 2008 l'offre de téléphonie mobile Free. C'est la fortune.
la vraie fortune, avec des actifs estimés à plus de 8 milliards d'euros en 2023. Niel est réputé pour avoir dit « Quand les journalistes m'emmerdent, je prends une participation dans leur canard ». Et il ne s'en prive pas. Avec des participations, je prends mon souffle. Dans Brut, Atlantico, Rue 89, Mediapart, Causeur, les Cahiers du cinéma. Mais il détient aussi en totalité Nice Matin, France Antilles et même Paris Turf. Mais son coup d'éclat, c'est, après des rachats successifs, d'être devenu, à travers une holding dédiée, l'actionnaire de référence du groupe Le Monde. Donc du quotidien Le Monde, mais aussi de l'Obs, de Télérama, le HuffPost, Courrier International, sans oublier La Vie et même Prier. Chacun connaît l'opérateur Free en France, mais Free est aussi présent en Suisse, en Irlande, en Pologne, en Italie. Propriétaire du golfe de Chantilly, d'un morceau de la tour Montparnasse, Xavier Niel a créé plusieurs écoles spécialisées autour de l'informatique, ainsi qu'un incubateur d'entreprise, la station F. Sa nouvelle ambition, c'est la télévision. Début 2023, il fait un faux tour de piste et soumissionne à la reprise de la fréquence de M6 avec un dossier bâclé. M6 gardera sa fréquence. Mais ce galop d'essai n'est pourtant pas du temps perdu. Il se familiarise avec le successeur du CSA, l'Arcom, qui attribue les fréquences. Il rencontre des producteurs de cinéma ou de musique, des artistes, des syndicats. Son véritable objectif, c'est de shipper ces fréquences à Bolloré dans 2 ans. En 2025, les fréquences de CNews et de C8 seront à renouveler. 2025 plus 2 égale 2027, l'année de l'élection présidentielle. Xavier Niel sait compter. Ah, j'oubliais un détail. Niel est le gendre de Bernard Arnault. Arnault, LVMH, Les Échos, Le Parisien, etc. Les repas de famille doivent être bien intéressants. On leur souhaite bon appétit.